Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette webconférence intitulée Sapeurs-pompiers, quels besoins particuliers de protection sociale complémentaire? Donc on va parler de ce sujet si important de la PSC. Donc webconférence organisée par VK en partenariat avec le groupe Interial. Donc comme d'habitude, la webconférence est interactive, vous pouvez commencer à poser vos questions dès à présent. C'est le fameux onglet questions en bas à droite de votre écran. Et plus que jamais, j'insiste parce qu'on sait que sur ce sujet, surtout dans cette période très particulière, transitoire, on sait que beaucoup de questions se posent dans les collectivités, également dans les SDIS et les SIS. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez commencer à les poser dès à présent. Et au maximum, on essaiera de répondre et on vous expliquera même que par la suite, on pourra continuer à avoir cet échange avec vous. Donc, je vous présente tout de suite nos intervenants. Donc, tout d'abord, Muriel Gibert, vice-présidente du groupe Interial en charge de la fonction publique territoriale. Olivier Desquien, colonel des sapeurs-pompiers. Vous êtes administrateur national du groupe Interial ayant mission de coordination régionale de la région Nord. Et vous avez aussi une autre casquette, si je puis dire. Vous êtes aussi secrétaire général du Continuum Lab. Si on a le temps, peut-être que vous en direz un mot. Et on a également, bon là c'est un témoignage vidéo qui est déjà enregistré, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment un peu un retour d'expérience d'un CIS, celui de la Haute-Corse, qui posera aussi un certain nombre de questions, justement, du questionnement important de cette période. Donc avec Jocelyne Tarallo, qui est chef de service social et qualité de vie au travail, donc du CIS, le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse. Donc tout d'abord, merci à vous deux pour votre présence sur ce sujet, comme je vous disais, très important et qui suscite de nombreuses questions. Sur le déroulé, je vous dis en deux mots très rapides, je ne veux pas être trop long. Donc, on est vis-à-vis d'un public, vous, qui connaissez quand même bien votre régime par essence. Mais quand même, avec Olivier Desquien, on va quand même rappeler quelques fondamentaux, si je puis dire. La même chose sur la PSC, votre niveau de connaissance est, j'imagine, différent. Les gens connaissent bien, peut-être moins. Donc, on va rappeler un peu aussi ces essentiels, avec l'implication que ça représente pour l'employeur. Donc, pas mal d'entre vous derrière votre écran. Et surtout, où en est-on aujourd'hui? On sait que dans une période très particulière, il y a eu pour la FPT ce fameux accord du 11 juillet 2023 entre tous les employeurs territoriaux, j'insiste, tous les employeurs et les représentants des syndicats et toutes les organisations syndicales. Et bon, 2023, ça fait plus d'un an et demi, il n'y a toujours pas, il y a besoin d'une transposition législative réglementaire. Ce n'est toujours pas le cas. On parle d'une proposition de loi. On sait qu'on est dans une période en plus, on va dire instable, pour employer un terme doux. Et donc voilà, Muriel Gilbert va nous donner quelques réponses un peu de s'y retrouver, parce qu'on sait que beaucoup d'entre vous sont quand même un peu perdus dans cette période. Troisième moment, sur vraiment, on va rentrer un peu dans le détail, sur les contrats de santé et de prévoyance, de voir quel est la meilleure moyen de s'organiser, même s'il n'y a pas un SDIS ou un SIS qui soit identique, justement, c'est d'avoir une certaine souplesse, c'est quelque chose qui répond le mieux à votre situation, de savoir si la solution, ça peut être se tourner vers un centre de gestion, un département, si ça peut être la solution, si c'est un groupement de SDIS, et on verra même qu'il y a d'autres options possibles. Donc vous voyez, vraiment, si je puis dire, du pratico-pratique, et ça, on sait que c'est des questions qui peuvent être souvent présentes chez vous. Pour revenir sur ce moment particulier dans lequel on est, donc période, comme je disais, un peu transitoire, là, et d'essayer de vous donner le maximum de conseils, comment gérer cette période, et surtout pas arriver à ce paradoxe que cette vraie avancée sociale, très importante, tout le monde l'a salué, que cette période transitoire ne se traduise pas par une régression sociale. Ça serait le comble. Donc, dans les inquiétudes, il y a ça, et donc, c'est de vraiment rentrer dans le détail et de vous donner quelques conseils et au maximum de répondre à vos questions. Et enfin, le retour d'expérience dont je vous parlais tout à l'heure avec le CIS de la Haute-Corse. Avant de donner la parole à Olivier Desquien, bon, comme d'habitude, on a nos petites questions sondage. Pour nous, c'est une aide aussi, c'est de prendre un peu le pouls de l'assistance, de votre niveau de connaissance ou vos questionnements.
Donc, vous allez voir, c'est une question assez basique. Vous allez pouvoir répondre rapidement. Donc, ouais, elle s'affiche à l'écran, c'est bien. Donc, connaissez-vous les apports de l'ordonnance du 17 février 2021 sur la PSC, la protection sociale complémentaire, concernant les 3 versants de la fonction publique? Donc, on n'a pas évoqué tous les textes, et les décrets, les spécifiques sur la FPT, mais voilà, on va dire un peu la base. Donc, tout bêtement, hein, oui ou non à cette question. Pour nous, ça nous donne comme ça, un peu, comme je disais, le pouls de votre connaissance. La réponse, on va la voir rapidement, mais je vais quand même tout de suite, comme on a un programme chargé, donner tout de suite la parole à Olivier Desquiens sur un peu les spécificités du régime de sapeurs-pompiers professionnels. En quelques mots, je suis désolé, je vous mets la pression avant même de vous donner la parole. Mais, Merci Philippe, donc je vais essayer d'être synthétique. Bonjour à tous et bonjour également aux collègues des SDIS qui, je pense, sont nombreux autour de cette web conférence. Hein. Donc, bien qu'on a des spécialistes autour de la table, je vais quand même me permettre en fait de résumer un peu les différentes composantes en fait du régime des sapeurs-pompiers de rémunération. Donc, tout comme fonctionnaires, comme tous les fonctionnaires territoriaux, hein, que sont les sapeurs-pompiers professionnels, donc ils ont droit en fait pour service fait à une rémunération composée de grands thèmes, on va dire un corpus de base. C'est le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, et ensuite un ensemble de primes qui est défini donc par un texte spécifique, le décret de 90, qui permet en fait de bénéficier de différentes indemnités. Donc la première, la plus connue, l'indemnité de feu, sur un taux unique de 19% du traitement indiciaire brut. Ensuite, on a des indemnités de responsabilité qui sont, elles, variables, entre 6 et 39%, selon, bien entendu, le grade du sapeur-pompier. On a des indemnités de spécialité jusqu'au nombre de 2, donc avec des taux qui sont compris entre 4 et 10%, sauf pour les chefs de groupement et les directeurs départementaux adjoints et les directeurs. Une indemnité de logement jusqu'à un maximum de 10%, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires, également une indemnité d'administration et de technicité qui peuvent venir se composer, et pour finir, une nouvelle bonification indiciaire pour les directeurs et directeurs adjoints, mais aussi pour les chefs d'agré. Donc vous voyez tout cet arsenal en fait de primes, ces composantes, qui bien sûr appartiennent en termes de taux, on a parlé de taux variables, mais aux décisions du conseil d'administration. Chaque SDIS, en fait, au travers de ses délibérations, arbitre en fait ces taux. Donc cette composante en plusieurs volets fait que la rémunération peut très vite, en cas de pépin de santé, est une problématique, d'autant plus qu'on sait que le statut de la fonction publique n'est pas forcément très protecteur en cas de gros pépin. Donc, au travers de ces composantes, ça exprime en fait un besoin fort d'être très attentif en fait aux besoins de protection sociale complémentaire pour nos sapeurs-pompiers, mais également pour nos personnels administratifs et techniques, qui sont également les composantes des SDIS. Voilà. Vous l'avez bien souligné, parce qu'effectivement, les sapeurs-pompiers professionnels font partie de la FPT, mais avec beaucoup de spécificités, et spécificités effectivement de besoins par rapport à ce sujet de la PSC. J'ai les résultats de nos petits sondages, et cette question est comme quoi été très pertinente, parce que vous allez voir, c'est assez partagé. Hein. On a une majorité de réponses oui, mais c'est une majorité à 60%. Donc non 40. Donc quand je vous disais, nous ça nous aide quand je disais de prendre le pouls, parce que je ne disais pas que ça allait 100%, mais on pensait que ça serait peut-être plus 80 ou 90, disons. Donc vraiment court, peut-être une réaction là-dessus sur dire on ne s'est pas trompé déjà en organisant cette web conférence, mais alors la réponse est évidente, nous le vivons nous tous les jours. C'est que moi, j'aurais dit 50%, mais c'est bien, il n'y a que 40% de gens qui n'ont pas pris vraiment en compte. Voilà. Mais en gros, un décideur sur deux ne connaît pas le détail, parce qu'en fait, cette ordonnance du 17 février 2021, d'abord, elle commence à dater, mine de rien. Et ce que connaissent les employeurs territoriaux, c'est le fameux décret de novembre 2011 qui rendait la protection sociale complémentaire possible, mais non pas obligatoire, facultative. Donc les employeurs pouvaient ou non
participer au financement soit de la santé, soit de la prévoyance, soit des deux. Et décalage entre les collectivités. Absolument, ça a creusé Ouais. les inégalités. Ouais. Et globalement, on peut dire qu'il y a aujourd'hui 60% d'employeurs qui participent avec ça peut aller de 1 euro à 15, la moyenne étant environ de 15 euros sur la santé, sur la prévoyance. Et puis, il y a encore 40% d'employeurs qui ne participent pas, notamment des petites communes qui n'en ont pas les moyens. Donc, ça ne comme vous dites, dans ceux qui participent, des fois, il y a des disparités, il y a des disparités. Ce qu'on verra avec l'exemple du chiffre de la haute. Absolument. Des écarts importants. Donc ça ne m'étonne pas. Et puis dans la PSC, puisque je ne sais pas si on en parle maintenant, mais tant pis, c'est pas grave. La PSC aujourd'hui, cette ordonnance du 17 février 2021 rend la PSC obligatoire. Je souligne, c'est-à-dire qu'aucun employeur, qu'il soit de l'État, hospitalier et territorial, ne peut se dire qu'il n'y est pas contraint. C'est vraiment la grosse différence. Et depuis... Et une avancée importante. Alors, les avancées, c'est plutôt le décret du 20 avril 2022, retenez bien cette date parce qu'on va en reparler, qui concerne la prévoyance sur la FPT, dont je vais vous parler, mais qui rend depuis le 1er janvier 2025 la prévoyance obligatoire pour tous les employeurs à hauteur d'une contribution minimum de 7 euros. Et la santé sera obligatoire, le financement de la santé devrait être obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Donc ça, c'était le décret sur la prévoyance. Et 15 euros de minimum de participation. Et il y a eu un accord dont parlait Philippe tout à l'heure, un accord du 11 juillet 2023 qu'ont signé la plupart des employeurs territoriaux, sauf l'ARF. Il y a eu un accord tacite de l'ADF avec les représentants des personnels territoriaux, mais cet accord, comme il a été évoqué, demande une transposition législative et elle rend non seulement le financement de l'employeur obligatoire, mais elle rend l'adhésion des agents obligatoire aux appels d'offres qui auront lieu en santé et en prévoyance. Sur le modèle exact de ce qui se passe à l'État, puisque l'État s'est en gros servi le premier et qu'il s'est fait les décrets qui allaient bien, et tous les ministères, mais je pense que tout le monde l'a vu dans la presse, tous les ministères ont lancé un appel d'offres pour, en tout cas au départ, la santé, la prévoyance étant facultative pour le moment. Voilà, on en est là, et le flou artistique consiste dans le fait que il n'y a pas de transposition juridique, vous l'avez dit, mais le décret s'applique, ce qui est quand même un peu paradoxal. Et donc, les employeurs ne savent plus s'ils doivent continuer à appliquer le décret de novembre 2011 qui n'a jamais été abrogé. Attendre la transposition législative qui tarde. Alors, le ministre Guérini l'avait préparé, mais depuis, nous avons eu des changements au plus haut niveau. Il y a éventuellement un projet de loi qui pourrait être fait par les sénateurs sur cette transposition juridique, mais nous n'avons aucune information. Et le décret du 20 avril, nous y reviendrons parce que vous avez parlé éventuellement de recul social et j'aimerais en parler plus tard, mais il serait question de l'amender, de le transformer, mais nous ne savons pas, nous non plus, alors que nous sommes vraiment experts, quand ça va prendre place. Donc, je comprends que les employeurs ne sachent plus à quel sens vouer, que ça implique des connaissances qui quelquefois sont contradictoires et que du coup... la tendance pour certains, c'est de dire... Eh bien, on attend, on attend et on voit ce qui va venir. Donc, il y a une logique absolue dans ce sondage. Peut-être aussi une petite réaction au sondage. Avant, j'ai posé une question très précise sur la présentation que vous avez faite sur l'indemnité de feu à 19%. C'est bien 19%? La question est... Taux unique 19%, ouais. Traitement indiciaire brut. Voilà.
clair et net. Et peut-être sur la réaction au sondage, un peu comme Muriel, Effectivement, oui, je pense qu'on est sur déjà un corpus réglementaire qui est très, très mouvant. Il y a beaucoup de textes et Muriel, notre spécialiste, nous l'a rappelé, nous a fait le point d'actu par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que peut-être la tendance des SDIS, c'est de dire on attend, mais on attend pour quoi faire. C'est là la difficulté. Par contre, on verra les risques que ça peut représenter pour les agents. Effectivement, ouais. Effectivement. Donc, il peut aussi y avoir des problématiques de couverture, de prévoyance, d'interrogation, de dialogue social. On verra également l'importance d'inclure en fait ce dispositif dans le dialogue social. Je vois une question. L'accord de juillet 2023 précise une prévoyance obligatoire, mais pas la santé. Non, pas la santé. La santé a été reportée. Alors d'abord au 1er janvier 2026. Les négociations étaient en cours et sont arrêtées. Le panier de santé qui a été évoqué est faible. Il tire la santé vers le bas, un petit peu comme l'ANI, l'accord interprofessionnel qui était dans le privé. Et par conséquent, pour le moment, ce n'est pas satisfaisant. Autre point, là, c'est l'organisation, comme je le disais, pour les contrats, de savoir si on est à l'échelle en plus, ça dépend des spécificités territoriales, évidemment, au niveau du département, du conseil départemental, du centre de gestion, groupement de SDIS dans certains cas, même directement je ne veux pas dévoiler ce que vous allez dire, parce qu'on avait échangé avant, mais éventuellement, un SDIS en direct. Alors c'est peut-être plus, voire totalement, j'imagine, pour des SDIS d'une certaine taille. Et donc, Olivier, peut-être là-dessus, justement, sur le centre de gestion, le département, est-ce que justement, on peut se dire ils appréhendent mal ce type de profession? Est-ce que c'est pas une bonne échelle? On a une possibilité peut-être au niveau de l'appel d'offres de bien le spécifier. Oui, effectivement, sur le mode opératoire, si on peut résumer ça comme ça, il y a deux points. L'ordonnance qu'on citait en fait permet en fait au centre de gestion et donne la compétence de conclure des conventions de participation lorsque les collectivités le demandent. Donc ils peuvent faire pour les SDIS, ils sont autorisés sur mandat en fait des SDIS à négocier, conclure les accords et animer le dialogue social. Toutefois, un agent du SDIS n'a pas forcément les mêmes besoins qu'un agent d'une autre collectivité, de par notamment la nature de ses missions en fait, mais également de par la composition, on l'a dit, de son statut spécifique et des primes qui sont afférentes. Donc voilà, on peut imaginer en fait en schéma demander un allotissement en fait au niveau du centre de gestion, un allotissement spécifique SDIS en fait, pour traiter en fait un lot spécifique exactement de SDIS. Donc ça, on pourrait. Mais ça se pratique beaucoup. On pourrait le conseiller pour les SDIS, je dirais, qui ont peut-être pas forcément une capacité interne de pouvoir porter et étudier le dossier. Donc c'est un point. Et le deuxième point également, ce serait de pouvoir travailler cette PSC par groupement de commandes à l'échelle de la région. Et j'irais même à l'échelle de la zone de défense et de sécurité. Les SDIS connaissent très bien en fait ces zones de défense et de sécurité dans lesquelles on a des états-majors de zone qui ont pour mission également d'accompagner les SDIS dans la mutualisation. Donc, c'est-à-dire faire un schéma régional de coordination, de mutualisation et de spécialisation en proposant en fait un groupement de commandes avec un SDIS pilote et derrière un état-major de zone par exemple qui agglomère autour de ce SDIS pilote en fait le sujet afin de le porter. Voilà à peu près les schémas. Muriel. Alors je vais compléter tout simplement parce qu'il y a des SDIS qui sont suffisamment grands, donc qui ont suffisamment de ressources en interne pour élaborer un cahier des charges. Nous avons des exemples puisque nous avons eu le bonheur de remporter 2 appels d'offres sur des SDIS récemment. Donc, ils ont la capacité à créer leur propre cahier des charges, bien sûr en se faisant aider avec un assistant maître d'ouvrage, ça va de soi. Mais il y a donc aussi la troisième, je dirais, possibilité, c'est qu'un SDIS suffisamment grand puisse faire son propre cahier des charges et lancer son propre appel d'offres. Nous travaillons beaucoup avec Reliance,
qui est l'expert statutaire de la fonction publique territoriale, qui d'ailleurs est l'expert statutaire de 88-10 sur 97, donc c'est quand même... savoir-faire. Voilà. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, avec lequel nous travaillons en partenariat étroit pour d'abord le devoir de conseil qui nous est donné de par la loi et pour conseiller les SDIS alors sur les solutions que vient d'évoquer Olivier et s'ils le veulent sur l'élaboration d'un cahier des charges qui leur est spécifique. Voilà, c'est donc voilà les 3 solutions que nous prônons. C'est la même cas. Si je dis pas de bêtises, si on distingue CDG alors et le département. C'est pareil pour le département. Oui, ce qu'a dit Olivier pour le CDG, c'est un allotissement. Le département, même chose, CDG, parce qu'il a tellement de métiers à gérer que c'est un allotissement. Donc voilà, la solution allotissement, la solution groupement de commandes et la solution appel d'offres direct si le SDIS en a la capacité. Dans ces différentes options, on ne peut pas dire qu'il y a une meilleure solution. Tout dépend du contexte local. Voilà, l'idée c'est qu'il y a ces différentes possibilités et après on s'adapte par rapport aux spécificités locales. Muriel, par rapport au point d'avant, je vois une question, donc j'en profite pour la poser tout de suite, parce que je suis sûr que ça va vous interpeller. Qu'est-ce qui vous empêche d'appliquer ce qui est réglementaire et le plus favorable aux agents? Alors, alors soyons très clairs. Le décret du 20 avril 2022 s'impose depuis le 1er janvier 2025 et il s'impose à vous, employeurs, comme à nous, assureurs. Bon, ce qui signifie que, alors nous avons, soit ce sont des marchés, auquel cas, depuis le 2022, nous répondons au marché avec les bonnes, vos appels d'offres, avec les dispositions du futur décret, donc pas de problème. Soit il y a ce qu'on appelle la labellisation, c'est-à-dire des contrats individuels que l'agent montre à sa DRH en disant « j'ai un contrat labellisé, vous pouvez me financer ». Depuis le 1er janvier 2025, la DGCL a bien précisé que seuls les contrats qui répondent aux normes du décret du 20 avril 2022 peuvent être financés par l'employeur. J'insiste. Toutefois, le mieux étant l'ennemi du bien, on s'aperçoit en ce moment que les contrats labellisés qui correspondent au décret de 2022, c'est comme si vous aviez eu une Clio avant et que vous passiez une BMW. Donc, parce que la couverture prend les IJ, ça c'était comme avant, le régime indemnitaire et l'invalidité. Oui, pardon, mais on est face à des spécialistes. Sait-on. Oh, si, quand même. Et donc, forcément, les contrats de prévoyance ont doublé, voire triplé. Et comme le financement obligatoire de l'employeur est de 7 €, c'est vrai que sur un contrat, mettons, de 50 €, moins 7, il en reste quand même 43. Et 43 € à payer pour de la prévoyance, alors qu'on a 70% de catégorie C en territorial, c'est très lourd. Et on n'a pas beaucoup de recul, on a à peine un mois. Mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'agents qui du coup renoncent au contrat prévoyance en se disant « bon, c'est trop cher pour moi ». Alors, si j'ai un conseil, et si j'ai une minute, c'est un vrai risque. Et si j'ai une minute comme conseil, c'est oui, non, vraiment, c'est important. Il faudrait que les employeurs veillent, s'ils le peuvent, à ce que leurs agents ne se retrouvent pas sans prévoyance. Parce que quand on passe à demi-traitement, et c'est le cas pour les SDIS comme pour toute la territoriale, comme pour tous les fonctionnaires, le loyer ne passe pas à demi-traitement ou les traites de la banque, la crèche ne passe pas à demi-traitement et les factures des supermarchés ne sont pas divisées par 2. Donc, il vaudrait mieux que la DRH ou le DG conseille à ses agents de garder les anciennes formules, même sans être financés, mais au moins ils sont couverts en indemnité journalière et donc ne passeront pas à demi-traitement,
le temps que la transposition se fasse. Mais dans ce J'insiste, que je sais qu'on n'est que fin janvier, mais dans ce que vous observez, on voit on est- déjà Oui, on voit des déjà. mutualisations importantes Mm. et nous travaillons ensemble avec les mutuelles affinitaires territoriales. Ça fait les 8 grandes plus grosses mutuelles. Vous avez souvent Nous eu avons- des positions communes sur la tarification. Absolument, Mm. et le calcul montre qu'il y aura environ 100 000 démutualisations. Et c'est pour ça que j'approuve la notion de recul social, c'est dramatique, et je me permets d'insister sur le fait qu'il faut absolument, j'en appelle aux représentants des agents, aux représentants des employeurs, veillez à ce que vos agents, d'une manière ou d'une autre, puissent garder le minimum de protection en prévoyance. On ne le redira jamais assez, la spirale de l'exclusion commence au premier jour du demi-traitement. On serait sur un effet totalement contraire à l'objectif, loi. à l'esprit de la loi. Absolument. Voilà, Enfin, qui n'existe ouais. pas, Oui, oui, à oui, l'esprit enfin, de l'ordonnance. à l'esprit de l'ordonnance, voilà. Voilà. Je pensais même, oui, l'ordonnance, c'était la loi Voilà. de 2019, mais Voilà. une vraie avancée sociale et on arriverait à une Voilà. régression. Donc, oui, non, même si ce n'est plus le bon dispositif, veillez, s'il vous plaît, quand vos agents ont une prévoyance, j'allais dire hantée, à ce qu'ils la gardent. Il vaut mieux avoir seulement les indemnités journalières pour 20 €, sachant que le financement moyen est de 15 €, donc voilà. Mais il y aurait plus de financement, mais au moins les agents seraient protégés. Vraiment, si j'ai un vœu à émettre, c'est celui-là. Une autre question pour vous, Muriel, on est toujours là-dessus. On voit vraiment que c'est un vrai sujet de préoccupation. Je préfère elle est un peu longue, mais vous la dire entièrement. Si la loi sur la baisse de la rémunération des agents et les collectivités sur les 3 premiers mois de maladie passe à 90% au lieu de 100%, la prévoyance pourra-t-elle couvrir cette perte de rémunération? Alors, non, mais je vais essayer de faire vite parce que c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Le décret prévoit, alors en prévoyance et bientôt en santé, mais la santé c'est pour le moment un projet. Le décret prévoit une indemnisation à 90 ou à 95% du traitement. Pourquoi? Mais c'est du bon sens. Quand vous avez une indemnisation à 100%, vous savez ou vous ne savez pas que la partie qui est indemnisée par l'assureur n'est pas soumise aux impôts puisque c'est une indemnité et non pas un traitement. Et donc, nous avons constaté depuis le décret de novembre 2011 que, en fait, quand un agent est indemnisé à 100%, il gagne plus que celui qui travaille, puisque 50% de ce qu'il a touché n'est pas soumis à l'impôt. Donc, le fait d'avoir limité l'indemnisation prévoyance à 90 ou 95% rétablit une forme de justice sociale. C'est le droit à la maladie qui est reconnu, le droit à la protection sociale, mais il ne faut pas que l'effet soit pervers. Voilà. Donc, la loi, enfin le décret, dit bien 90 ou 95%. Et c'est une forme de justice sociale. Et là, c'est un travers à éviter, si je peux me permettre, dans l'écriture des cahiers des charges et des appels d'offres, et surtout dans les réponses en fait reçues. Attention également à des 100% qui peuvent être, qui peuvent apparaître, mais qui sont pas, qui pourraient être contre-bénéfiques une fois plus. Voilà. Petit retour en arrière par rapport à une question, je me tourne vers vous, Olivier, sur les différents types d'organisations possibles. Question précise, hein. Une mutualisation entre SDIS est-elle vraiment avantageuse pour les agents? Chaque SDIS a une sinistralité différente. Oui, effectivement. Après, il faut trouver les bons assemblages, en fait. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. De toute façon, il n'y a pas une situation pareille. Il faut faire un peu du coup humain. Exactement. Enfin, déjà, je pense que trouver une échelle de dialogue territorial, mettre les SDIS autour de la table pour justement discuter et partager leur sinistralité, ça... Voilà, il peut avoir des bonnes idées, je pense notamment en matière de développement de la prévention, des choses comme ça qui peuvent apparaître. Et ensuite, voilà, une fois qu'on identifie des facteurs communs, là, on travaille sur l'écriture commune du cahier des charges. Et c'est peut-être aussi la taille aussi de ce groupement. Bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est pour ça, enfin, nous, notre préconisation régionale ou zonale, enfin, voilà, c'est... après, il y a, tout à l'heure, j'ai cité la zone de défense, mais il y a des zones de défense qui sont de taille différente entre 5 et 25 départements. Donc voilà, c'est... après, je sais qu'il y a aussi du dialogue et entre des SDIS voisins. Voilà, les SDIS
s'observent, se comparent. Donc là-dessus, j'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'ils puissent discuter entre eux du sujet PSC pour trouver les meilleures combinaisons possibles dans les montages. Et pour il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Non. Je dis pas que c'était une question inquiète, mais malgré tout, qui soulevait des questions. Pour compléter la réponse d'Olivier, parce que quand un assureur mutuel, puisque nous sommes des mutuelles, mais on va dire l'assureur, parce que c'est plus juste, reçoit l'appel d'offres, quel que soit le donneur d'ordre, il y a la sinistralité de l'ensemble de la population qui sera couvert par cet appel d'offres. Et donc, c'est notre boulot de regarder les diverses sinistralités. Et pour reprendre ce que vient de dire Olivier, nous pouvons moyenner, entre guillemets, la sinistralité en fonction des divers SDIS. J'ai un cas précis, je ne citerai pas lequel, où nous avions un SDIS qui avait cette année une sinistralité absolument anormale. On se mit sur les listings pour trouver qu'il y avait eu 3 accidents extrêmement graves et que les chiffres de l'année n'étaient pas représentatifs de la sinistralité classique de ce SDIS. Ça, c'est notre travail d'expert, d'analyser et de se dire, mais non, finalement, la sinistralité, elle n'est pas si pire que ça. Elle est liée à un contexte tout à fait ponctuel qui fait que, il n'y a pas de bol. En une année, il y a eu 3 très lourds arrêts. Et du coup, nous avons moyenné et nous avons répondu à l'appel d'offres. Muriel, autre question, parce que tout à l'heure, on parlait de cette période transitoire compliquée, avec quelques conseils importants que vous avez pu donner. On a surtout parlé de prévoyance. En matière de santé, on a dit 1er janvier 2026. C'est maintenant. Il faut travailler maintenant. C'est le cahier des charges qu'il faut préparer. Alors, je n'ai pas de conseils à donner parce que chaque employeur chaque employeur est absolument maître, mais enfin on est à plus de 50 000 employeurs en territorial si on inclut moi j'ai un conseil, enfin si j'étais encore aux manettes, puisque je suis une ancienne territoriale de centre de gestion, c'est de se préparer dès maintenant à l'écriture d'un cahier des charges. On sait tous qu'un cahier des charges, ça prend des mois à être écrit. C'est très, très compliqué, c'est très technique. Et donc, moi, c'est de commencer à se mettre en ordre de marche pour, avec l'AMO qui aura été désignée par la procédure de marché simplifié, essayer de construire un panier de soins qui est un levier managérial et qui est un outil de DRH. Parce qu'on sait tous que la protection sociale complémentaire et notamment la santé, ça fait partie des manières de manager une équipe. Les besoins de certains SDIS ne seront pas les mêmes que dans une autre région, de même que les agents territoriaux ruraux n'ont pas les mêmes besoins que les agents territoriaux urbains. On le sait, c'est presque quelque chose d'évident. Et donc, il n'y a pas trop de 6 mois pour concevoir le cahier des charges et éventuellement, si on a du nouveau, lancer le cahier des charges à partir de juin ou juillet pour avoir une réponse en septembre et un démarrage au 1er janvier 2026. Mais je dirais presque ça aussi de la prévoyance, sachant qu'on a fait un récapitulatif, on sait qu'il va y avoir pas mal d'offres en prévoyance, d'appels d'offres en prévoyance qui vont être émis par des SDIS. On en a 7 qui sont référencés là depuis 3 semaines. Donc voilà, mais ceux qui ne sont pas sûrs d'eux peuvent commencer à préparer un cahier des charges et en attendant, conseiller à leurs agents de se tourner vers des contrats individuels labellisés ou non, de manière à être couverts. Donc de pas tarder. Oui, si je peux me permettre également pour les SDIS qui n'ont pas encore commencé cette démarche et qui sont un peu dans l'attente et en termes de réponse et de conseils, déjà identifier quels sont les enjeux de la PSC dans son propre SDIS. Moi je l'identifie sur 3 piliers. Le premier, c'est l'attractivité et la fidélisation des agents, c'est-à-dire le fait que l'employeur participe au salaire social des agents, ça les engage à mieux se soigner, donc le premier point. Le deuxième point, c'est un volet de cohésion et de dialogue social avec les instances pour trouver quel est le dispositif de
de meilleure qualité possible avec un intérêt commun pour l'ensemble des agents. Et le troisième point, c'est d'intégrer ça dans un dispositif de performance. On en parle beaucoup au sein des SDIS, mais de performance RH avec la préservation du capital humain qui est aujourd'hui au cœur des systèmes et du métier. Donc déjà faire ce travail d'identification des enjeux, ça permettra aussi d'identifier, répondre au schéma de comment on fait ensuite à la suite, comment on vient bâtir avec notre AMO, notre cahier des charges, avec qui, éventuellement les 10 voisins qui ont des ressemblances. Voilà. Oui, et ça pousse d'autant plus tout ce que vous venez de dire à ne pas trop attendre. Exactement. Absolument. Ouais, exactement. Voilà. Et d'inclure aussi dans la réflexion tout ce qui est côté prévention. Parce que la PSC, c'est parfait. Faire des cahiers des charges et pour construire une politique de santé spécifique et pour faire de la prévoyance. Mais n'oublions pas la prévention, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, sur un être humain normalement constitué, la santé, les soins, c'est 30%, mais 80% reposent aussi, 70%, pardon, 70% reposent sur tout ce qui est prévention. Alors, le milieu des sapeurs-pompiers, sous contrôle d'Olivier, fait beaucoup de prévention, puisqu'il y a beaucoup de sport, beaucoup d'entraînement, beaucoup de surveillance. Ils sont... Dans le reste de la FPT, voilà. Oui, puis les I sont là. On a fait un webinaire là-dessus, mais j'insiste quand même sur l'aspect prévention, parce que je pense que dans le cahier des charges, il ne serait pas inutile de préciser que l'employeur, oui, aimerait bien que dans la réponse figure un petit volet prévention. Oui, on sait que c'est essentiel et voilà. Quand on a un comparatif avec d'autres pays, on voit qu'on est quand même n'est pas très en avance. Et effectivement, dans les SDIS, on a le service de santé de secours médicaux qui sont une chance parce que leur mission première, c'est de s'assurer que tous les agents ont les meilleures conditions physiques pour être opérationnels, identifier au plus vite des risques ou des maladies professionnelles et également être support en termes en intervention de longue durée. Donc voilà, ces services-là, en fait, sont vraiment aux proximités des agents avec des médecins, des infirmiers, enfin voilà. Donc on a cet atout en fait dans les SDIS par rapport à une collectivité. Je le rappelais, mais c'est beaucoup moins prégnant sur les SDIS. On va passer donc l'enregistrement vidéo du retour d'expérience. Avant une seconde question sondage qui est affichée à l'écran, donc un peu plus précise quand même que la première. En tant qu'établissement public autonome, les SDIS se retrouvent-ils dans les dispositifs de PSC spécifiques à la FPT? C'est vrai que depuis le début, on a parlé général la PSC sur l'ensemble de la fonction publique, après évidemment plus spécifiquement sur la FPT, mais en parlant aussi des spécificités des sapeurs-pompiers. Donc justement, on trouvait intéressant de vous poser cette question, de voir si de temps en temps vous pouvez avoir le ressenti de se dire ça ne correspond pas assez à notre à nos métiers, à notre fonctionnement, à tous. Donc voilà. Ce que je propose, c'est qu'on lance peut-être notre enregistrement vidéo. On aura les résultats après. Je vous ferai réagir. Et en plus, dans cet enregistrement vidéo, ce retour d'expérience qui est intéressant, on voit qu'ils sont sur la PC depuis très longtemps, depuis 2013, mais également Jocelyne Tarallo vous pose un certain nombre de questions. Alors, c'est pas interactif direct, mais on va quand même répondre à ces questions. On va essayer d'y répondre. Donc, je regarde juste, est-ce qu'on a déjà les questions? Non, c'est encore en cours, donc ça serait... je peux les donner. Donc, le oui est de 73%. Ah, ça, c'est un très bon chiffre. Et non, 27%. D'accord. Donc voilà. Bon résultat. Non, mais c'est très bien parce que cela veut dire, cela confirme la notion d'appartenance à la FPT et d'identification. Donc, il y a une différence. Voilà, il y a des différences qu'Olivier a soulignées, mais ça veut dire qu'ils sont partie intégrante de la FPT et c'est un très bon résultat. Merci beaucoup pour ce chiffre. On lance la vidéo. Bonjour, je suis Jocelyne Tarallo, je suis chef de service social et qualité de vie au travail au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse.
et donc je suis chargée de la protection sociale complémentaire dans notre établissement. La protection sociale complémentaire des agents a toujours été au cœur des préoccupations de la gouvernance et de la direction de notre établissement. Ainsi, depuis 2013, notre établissement finance la PSC de ses agents sur les risques santé et prévoyance sur la base de contrats individuels labellisés. En 2022, la réforme de la PSC a été l'occasion pour notre établissement de lancer le débat au sein de notre conseil d'administration sur les garanties et les modalités de cette PSC. Ainsi, après le passage devant les différentes instances du dialogue social, il a été décidé de lancer des appels d'offres à l'été 2022 pour des conventions de participation santé et prévoyance afin de s'assurer d'une uniformisation des prestations offertes aux agents et également de tarifs avantageux du fait de la mutualisation. En effet, nos agents nous faisaient part de coûts de plus en plus élevés, malgré des participations financières conséquentes, avec des restes à charge en santé très importants. Voilà. Nous avons également, de plus, constaté qu'il y avait un coefficient multiplicateur de 10 entre la cotisation la plus basse de nos agents et la plus élevée, qui bien sûr dépend du niveau de garantie, de la composition familiale et de l'opérateur choisi. Et malgré les critères sociaux que nous avions mis en place sur les participations financières, l'écart était tout de même très important. Donc, à l'issue de l'appel d'offres, nous avons conclu avec Interial une convention de participation sur le risque santé à effet au 1er février 2024 et nous avons pu réduire considérablement cet écart, passant de 10 à 3. Je précise que dans le cadre du dialogue social, nous avions fait le choix de mettre en place une grille tarifaire avec une cotisation unique quel que soit l'âge et faire jouer ainsi le principe de solidarité intergénérationnelle. Dès le premier mois d'effet de la convention, nous avions déjà 75% des agents qui avaient basculé sur le contrat groupe et nous avons constaté une baisse de 9% de la cotisation moyenne, ce qui est quand même pas négligeable. Au 31 décembre 2024, ce sont 90% de nos agents qui ont adhéré au contrat groupe santé avec des retours positifs, tant au niveau de la prise en charge, des montants des remboursements, que des délais de remboursement. Donc, le constat est plutôt positif. Concernant la prévoyance, nous déplorons l'infructuosité de notre appel d'offres. Il semblerait que l'indemnisation à 100% de la perte de salaire demandée pour nos agents en cas d'incapacité et d'invalidité ait été un frein. Alors, est-ce que, dans un premier temps, vous confirmez notre analyse? Et ensuite, nous souhaiterions savoir si on peut envisager un nouvel appel d'offres avec un taux d'indemnisation de base à 90 ou 95% et un renfort à 100% moyennant une surcote. Donc, entre le moment où nous avons lancé notre appel d'offres, disons peu de temps après le lancement de notre appel d'offres, il y a eu l'accord national du 11 juillet 2023 qui est venu renforcer la prévoyance des agents, ce dont nous nous réjouissons bien entendu en tant qu'employeurs. Aujourd'hui, nous souhaitons savoir si nous devons attendre les transpositions réglementaires des dispositions de cet accord, qui tardent, ou si nous pouvons anticiper. En collectant les attestations de contrats labellisés dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret 2022, donc qui a pris effet au 1er janvier 2025, nous avons constaté une disparité de couverture entre nos agents qui nous interroge, voire qui nous inquiète. Eux-mêmes n'étaient pas forcément au fait de leur niveau de couverture. Donc, nous souhaitons y remédier au plus tôt avec un contrat collectif. Toutefois, nous souhaitons nous assurer, dans le cadre d'un contrat à adhésion obligatoire, si cela venait à prendre effet, de l'absence de tout questionnaire médical, de toute exclusion médicale, que ce soit pour les pathologies antérieures ou les pathologies à venir.
Au regard de l'usure professionnelle de nos sapeurs-pompiers, qui représentent 80% de notre effectif, de l'âge moyen de nos agents, qui est quand même à 47 € et qui suppose un passif médical, de l'allongement des carrières, il s'agit pour notre établissement d'un point qui doit être non négociable. C'est d'ailleurs dans l'esprit de l'accord de l'été 2023 qui, sauf erreur de ma part, prévoit l'indemnisation d'un agent en cas de rechute d'un arrêt de travail survenu avant l'adhésion. Donc, est-ce que vous pensez que cette condition souhaitée par notre établissement puisse être acceptée par un assureur? Car nous avons, de fait de participation financière importante, 85% pardon, de nos agents qui sont déjà couverts par un contrat individuel et qu'il n'est pas question pour nous que nous mettions en place un contrat collectif à adhésion obligatoire qui exclurait des pathologies antérieures et qui serait donc moins protecteur que leur contrat actuel. Après, bien entendu, on est conscient qu'un contrat doit être à l'équilibre. Donc, nous serions disposés, dans le cadre du dialogue social, bien sûr, de discuter, de négocier avec nos partenaires sociaux d'un taux d'indemnisation inférieur à 100% si c'est vraiment bloquant, avec bien sûr la mise en place d'actions de prévention qui permettraient de réduire l'absentéisme. Je voulais également vous signaler qu'on a voulu anticiper la mise en place des 50% de participation obligatoire en augmentant ces 3 dernières années de façon conséquente la participation financière sur la prévoyance. Et à ce jour, nous avons 40% des agents qui ont une participation au moins équivalente à 50% de leur cotisation. Donc, on a anticipé voilà, l'effort budgétaire qui va être demandé aux employeurs, mais sous réserve, encore une fois, de s'assurer d'une excellente couverture de nos agents. Et enfin, nous aurions une dernière question. De manière générale, est-ce que vous pensez que les assureurs seront prêts à répondre dès 2025 aux appels d'offres qui seront, je pense, nombreux, de plus en plus nombreux? Voilà. Bonjour. Merci Jocelyne Tarallo pour son témoignage. Beaucoup de questions. C'est vrai que le témoignage est intéressant tout d'abord parce qu'on voit qu'on est face à un CIS quand même assez actif. Très actif. Très pas actif. le cas de tous, hein, loin de là, mais qui confirme ces difficultés aussi de la période. Il y a plusieurs questions là-dessus. Et la question aussi, bien évidemment, spécifiquement sur la prévoyance. Donc, alors, moi, j'ai noté, on commence va répondre probablement à 2 voix. Sur la méconnaissance des garanties que Madame Tarallo évoque, et je suis 100 fois d'accord avec elle, l'un des soucis aujourd'hui que nous connaissons sur le changement de tarifs liés aux dispositions bien plus importantes de la prévoyance qui a rajouté le régime indemnitaire et l'inval, c'est que beaucoup d'agents finalement, notamment de catégorie C, ne se sont pas penchés de manière très précise sur le statut. Ils sont fonctionnaires, ils sont dévoués, ils bossent. Vraiment, la notion de service public et de fonctionnaires territoriaux, j'en suis un, et nous en sommes, et nous y sommes très attachés, mais on s'aperçoit que les agents, finalement, connaissent très peu leurs droits et très peu leurs garanties. Ils signent un contrat prévoyance parce qu'ils savent que ça les protège, mais après, sur le détail précis, ils ne le connaissent pas. Et c'est malheureusement au moment où il y en a besoin qu'ils découvrent que ils sont pas, c'est pareil en santé, qu'ils sont pas protégés sur les dents. Puis c'est très très difficile, 100% remboursement 100% du ticket modérateur. Oui, mais quand on a un ticket modérateur qui est à 17 centimes, ils sont remboursés de 100% sur 17 centimes. Donc ils touchent 34 centimes pour un verre. C'est très difficile de l'expliquer aux agents. Alors, sur la méconnaissance des garanties, je ne peux que dire oui, mais c'est le dialogue social dont parlait Olivier qui permet
en amont des appels d'offres ou même en amont de la décision de passer en labellisation, qui permet à la fois aux employeurs et aux représentants des agents de déminer cette méconnaissance en expliquant, c'est de la pédagogie. C'est la pédagogie. Voilà, que tel âge, enfin voilà, si tu fais ça, attention, tu vas pas être couvert. Enfin, voilà. Donc, je réponds rapidement, mais je trouve que c'est important. Mais c'est bien de le redire, effectivement. Sur la... Et je dirais cette pédagogie doit être pratiquement être tout au long de la carrière d'un sapeur-pompier. Je me rappelle, c'est vrai qu'on rentre dans la profession, oui, on nous explique, voilà, ce que j'ai décrit tout à l'heure, de quoi est composé. On oublie. Voilà, mais voilà. Comme Muriel disait, tant qu'il n'arrive rien, voilà, tout va bien. Mais le jour où ça arrive, c'est là où on voit que derrière, on se rappelle ou pas de ce qu'on nous a dit au départ en disant attention, voilà. D'où l'importance, par exemple, des forums. Moi, je suis très favorable à des forums ou à des journées où on va voir sur place les agents et où, en fait, on est disponible pour répondre à toutes leurs questions, parce qu'il n'y a pas de questions bêtes, et où on leur dit « Ah oui, mais là, on leur explique à la limite ce que c'est que le contenu d'un contrat. » Voilà. C'est une bonne idée, cette journée dédiée, parce que ça on essaye de le faire. Oui, d'avoir un rendez-vous bien spécifique. Mais ça dépend, il faut que l'employeur l'accepte. Mais nous le proposons très souvent. Alors, et c'est dans le parcours un peu. Voilà, c'est aussi. On va pas. Enfin, voilà, si vous voulez en savoir plus, on a une raison d'être en fait qu'on motive, mais au travers de notre raison d'être, c'est justement dans l'intégration de la santé, et la prise en conscience individuelle en fait de sa santé tout au long de sa vie et de sa carrière aussi professionnelle indirectement. Voilà. Mais nous avons tous les deux pas mal de journées prévues pour aller expliquer via des relais institutionnels de Olivier, puisqu'il fait partie de ce monde des sapeurs-pompiers, nous avons prévu des journées justement presque pédagogiques. Alors, quelque chose d'important qui a été dit par Madame Tarallo, et je la remercie de l'avoir dit, c'est l'histoire de la reprise des maladies en T. Parce que c'est un véritable problème. Quand il y avait un contrat avant, pas de problème, on change d'opérateur ou on n'en change pas, mais le passé est repris. Tout ce qui est arrivé avant le nouveau contrat, c'est l'ancien assureur qui le prend en charge, et tout ce qui arrive à partir du nouveau contrat, c'est le nouvel assureur, sachant qu'effectivement, il n'y a pas de questionnaire quand il y a un contrat groupe, il n'y a pas de questionnaire d'entrée, il n'y a pas il n'y a aucune barrière à ce que l'intégralité des agents adhèrent. Voilà. Notamment dans la notion de l'adhésion obligatoire. En revanche, quand il y a un agent qui n'avait pas de prévoyance ou un organisme qui n'avait rien mis en place, le problème est posé. Parce qu'il faudrait, alors je ne voudrais pas être technique, mais il y a ce qu'on appelle la loi E20 qui protège le secteur privé de ce problème en permettant la continuité de la prise en charge. Il faudrait une transposition à la fonction publique territoriale de la loi E20 que nous réclamons de toute notre force depuis 2022 et qui pour le moment ne prend pas forme. C'est technique mais très compréhensible. Mais parce une égalité entre voilà, ce qu'on disait déjà avant. Mais au jour où nous parlons, cela pose problème et je ne vais pas mentir. Alors si Madame Tarallo, il faut en discuter avec évidemment le donneur d'ordre, mais c'est quelque chose qui pour le moment n'est pas réglé sur le plan juridique, j'insiste. Et j'insiste aussi sur le fait, c'est très technique et pardon, que dans l'accord du 11 juillet 2023, l'écart qu'il peut y avoir entre la cotisation la plus faible et la plus forte a été réduit à la demande des représentants des personnels de 1 à 3 à 1 à 2. Madame Tarallo disait on est passé de 1 à 3, c'est-à-dire que la plus petite cotisation, c'est mettons 20 €, et la plus grosse, 3 fois 2, 6, c'est 60. Quand vous réduisez de 1 à 2, forcément les jeunes et les seniors payent plus cher. Et donc, je ne suis pas sûre que ça aille dans le sens du progrès social. Et troisième question, et je laisse... Faut pas que ça aille trop loin, que le curseur se... Voilà, parce que plus vous réduisez, moins vous pouvez assurer la solidarité intergénérationnelle dont parlait Olivier.
Et je termine moi sur le 100%. Bah là, je l'avais dit tout à l'heure, mais je le dis, 100% non, parce que ça n'est pas totalement juste sur le plan social. Et même avec une surcote, dans les textes prévus, ce sera 90 ou 95%, et c'est probablement, ce n'est pas la solution. C'est pas un contournement réglementaire. Et ça coûte très cher pour, je dirais, pas grand-chose au regard du bien-être des agents. Puis avec un risque identifié pour le SDIS voilà. dont on a parlé tout à l'heure. Si tu veux répondre aux questions, sinon je continue. Alors les assureurs, oui, sont prêts à répondre. Ça, oui. Je rassure Madame Tarallo, quelle que soit la date à laquelle nous recevrons des appels d'offres, les mutuelles affinitaires sont prêtes à répondre. Oui, c'est un parle sujet. De l'anticipation, mais on l'a déjà dit tout à l'heure, puisque Madame Tarallo dit peut-on anticiper là-haut l'appel d'offres prévoyance, même si la transposition réglementaire n'est pas faite, juridique n'est pas faite. Et oui, parce que il est prévu que, même s'il n'y a pas la loi, à partir du moment où il y a un accord collectif local, j'insiste, un accord collectif, et je rejoins ce qu'a dit Olivier, dialogue social très approfondi entre l'employeur et les représentants des personnels. Si on arrive à un accord, eh bien, même si la loi n'est pas encore là pour obliger à un accord à adhésion obligatoire, il est possible pour l'employeur de le lancer s'il y a, encore une fois, et j'insiste bien, s'il y a eu un accord collectif. Une question, Muriel, comment équilibrer les contrats dans un rapport de 1 et 2 ? Eh bien, c'est très difficile parce que vous allez augmenter la cotisation des plus jeunes et vous allez notoirement augmenter la cotisation des plus vieux. Des 1 à 3, ça permettait d'étaler davantage. Et notre boulot d'assureur affinitaire mutualiste, c'est d'essayer de convaincre et les employeurs qui ont fait l'accord et les représentants des personnels que c'est peut-être pas bien d'être... Ils ont pensé que ça serait mieux et non, c'est pas mieux. On voit vraiment que cette question de la prise en charge, ce chiffre de 100%, 95%, c'est très important. Question super précise, j'ai déjà une idée de la réponse. Le SDIS peut-il décider de compléter de 95 à 100% sa prise en charge? Elle est impossible pour l'assureur, mais est-ce que le SDIS peut le prendre en charge directement? L'auto-assurant, en fait, je pense que non. Parce que le statut... Non, l'employeur, il y a un statut. Au bout de 3 mois d'arrêt, 3 mois et 1 jour, l'employeur doit verser 50% du traitement indiciaire. Bon. Donc, ça, il ne peut pas faire autrement et il sera coincé par son trésorier parce qu'il n'a pas le droit d'aller au-delà. Déjà, certains gardaient les indemnités. Une jurisprudence qui a eu lieu l'été dernier montre que le régime indemnitaire doit lui aussi être coupé en raison des absences. Donc, aucun employeur ne peut compenser. C'est le statut. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a la notion de prévoyance, mais les négociateurs, puisqu'il n'y a pas encore de législateur, ont volontairement mis 90 ou 95%, mais 90 et 95%, attention, avec le régime indemnitaire, ça permet à un agent de ne pas connaître absolument la précarité, l'exclusion ou quoi que ce soit. C'est quand même très couvrant. Olivier, est-ce que vous vouliez réagir encore à d'autres questions qu'il y avait? J'en manque pas, moi, de mon côté. Non, je dirais sur la capacité, voilà, on est prêt. C'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, et qu'on a organisé cette webconférence avec vous. Après, oui, c'est le moment pour les SDIS par rapport à, si on revient sur les propos introductifs, sur cette mouvance en fait autour de la PSC réglementaire, qu'est-ce qui va se passer demain, etc. On a déjà les gros contours, donc les SDIS peuvent déjà commencer la démarche pour ensuite aller aux rencontres des assurances pour trouver la meilleure solution qui leur convient. J'insiste sur le fait que nous avons un devoir de conseil. C'est prévu dans les textes. Et donc, ne pas hésiter
pour tous les SDIS qui se posent des questions, à demander, nous avons un pôle de réponse, un pôle contrat collectif, qui est dirigé par M. Areski Merabat, le directeur des actions collectives Interial, que tout le monde connaît. Et puis par région, il y a des grands conseillers. Donc ne pas hésiter à demander à ces grands conseillers à se déplacer pour avoir des conseils, ne pas hésiter à nous joindre via par exemple VK pour poser des questions. Ils ont dit que là, moi je ne sais pas comment faire, qu'est-ce que vous me conseilleriez, voilà. Et si nécessaire, nous pouvons, Olivier et moi, aller voir par exemple un SDIS pour répondre devant les représentants des agents, pardonnez-moi, et devant la direction générale ou la DRH, pour expliquer en détail comment on fait, quelle est vraiment la réglementation. Je veux dire que plus on est conseillé, meilleur on est après pour concevoir un cahier des charges. Et c'est notre devoir de conseiller le mieux possible. Et encore plus en dehors de toute notion de concurrence, oui, hein, bien sûr. Encore plus dans cette période, parce qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup de questionnements, même de gens qui connaissent ces sujets, parce que là, on a créé j'allais dire, un vide juridique, c'est peut-être un peu fort, mais un flou juridique, et c'est une période d'attente, et il y a beaucoup de gens, même des grands spécialistes, qui sont un peu perdus, disons. Mais même je vais vous rassurer tous, d'un avocat sur l'autre, d'un juriste à un autre, et nous en connaissons beaucoup, il n'y a pas forcément les mêmes interprétations, parce que ce flou artistique avec différents... on a vu plein d'articles, oui, mais les articles donnent pas forcément les mêmes conseils, etc. Donc, ne pas hésiter à bien en parler avant, de manière à ce que on fasse un cahier des charges avec le meilleur éclairage possible. On arrive doucement, plus que doucement, parce qu'on est déjà midi. Donc, mais je vais quand même prendre une dernière question par rapport à retour d'expérience de Haute-Corse. Sur le contrat à santé obligatoire donc du SIS de Haute-Corse avec une cotisation unique, pouvons-nous connaître l'équilibre rapport-prestation, cotisation du contrat? Alors, attendez, est-ce que je peux vous demander de répéter parce que... Oui, je reconnais que la formulation sur le contrat santé obligatoire du SIS Haute-Corse avec une cotisation unique, pouvons-nous connaître l'équilibre rapport prestation, cotisation du contrat? Alors, je vais répondre et c'est pas du tout une réponse, c'est pas une pirouette, c'est que le contrat est mis en place depuis moins d'1 an. Et donc, il nous faut un minimum d'1 année pleine, d'abord pour avoir le compte de résultat. Je suis incapable de vous le dire à la minute, à date, parce que c'est un équilibre entre les prestations, entre les cotisations et les prestations. Donc, réponse dans 6 mois. Voilà, je suis incapable de pouvoir répondre à cette question. Et je vais prendre une toute dernière question qui sera un peu un résumé de ce qu'on s'est dit, des messages forts que vous avez voulu faire passer. Si aucun dispositif prévoyance n'est mis en place au 1er janvier 2025, convention ou labellisation, quel est le risque en termes d'inégalité? On l'a beaucoup soulevé, hein, alors, ce risque d'inégalité. Elles vont être accrues. Je pense qu'Olivier va être d'accord avec moi. Mais c'est surtout que, alors pour le coup, l'employeur n'est pas dans les clous. Parce que qu'il y ait transposition juridique ou pas, le décret est formel. À compter du 1er janvier 2025, il doit mettre obligatoirement 7 € sur la prévoyance. Je le redis. Donc, l'employeur peut avoir une remarque du contrôle de légalité. Et donc, c'est une obligation. Après, les modalités, j'allais dire, elles appartiennent à chaque décideur, mais le fait de s'occuper de la prévoyance, c'est une obligation à compter du 1er janvier 2025. Vous avez raison je le redis parce que ça protège aussi mes collègues employeurs et ça va dans le sens du bien-être des agents. Il nous reste quelques questions qu'on n'a pas pu poser, mais on en a quand même y répondra beaucoup. Oui, donc c'est pour ça, n'hésitez pas. Nous, on pourra faire le relais auprès de... Vous nous donnerez les questions, on répondra. On fera la réponse. Donc, n'hésitez pas. Les messages que vous avez fait passer aussi sur votre disponibilité par rapport à des questionnements. Donc,
Traditionnellement, on va vous envoyer un lien du replay. A priori, vous l'aurez aujourd'hui, au plus tard demain matin. Cette webconférence sera également en ligne sur le site de VK. Donc, n'hésitez pas, ou vous la transférez à des collègues. Donc, un grand merci à Merci vous deux. Philippe. Merci à vous. Et je pense qu'on a fait œuvre utile, si je puis dire. J'espère qu'on n'a pas été trop technique. Oui, Si ça a été le cas, excusez-nous, mais on essaiera de compenser par les explications que vous nous demanderez. Non, sur des aspects très techniques, c'est quand même difficile de ne pas avoir ce minimum-là, mais on a réussi à le rendre, je pense, compréhensible. Alors, merci beaucoup. J'ai réussi à comprendre, Parfait. donc a priori, c'était bien traduit. Merci Philippe. Donc, Merci, donc Olivier. à vous Merci, deux, Muriel. et je tiens aussi à remercier en régie Cynthia Nguyen et Alicia Cousin et de leur aide. Un grand merci, Merci. à vous tous. Merci à tous. Très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.